L'histoire de l'évolution humaine, on la connaît, elle s'étend sur des millions d'années. Mais et si les chiffres, eux, ne collaient pas? C'est ce qu'on va explorer ici, en se penchant sur un audit purement quantitatif qui vient bousculer un peu ce grand récit. Alors, tout part d'un chiffre et franchement, il donne un peu le vertige. Depuis la séparation entre la lignée humaine et celle des chimpanzés, on parle d'environ 20 millions de changements génétiques uniques, rien que pour nous. La question qui se pose, c'est comment est-ce que ça a pu arriver en à peine 6 millions d'années? Et pour tenter de résoudre cette énigme, l'approche du document source est assez directe. Pas nouvelle grande théorie, non. Juste ce qu'ils appellent un audit quantitatif. L'idée, c'est tout simplement de décomposer le problème, de poser les chiffres sur la table et de vérifier si ça tient la route, étape par étape. Bon, à première vue, le calcul de base a l'air assez simple. On prend la chronologie acceptée, la divergence, c'était il y a à peu près 6,5 millions d'années. Si on part sur une durée de génération de 20 ans, un calcul rapide nous amène à 325 000 générations. C'est le temps qu'on aurait eu pour que tous ces changements se produisent. Sauf que c'est précisément là que les choses se compliquent, selon les auteurs de l'étude. Parce que notre concept même de génération, il serait peut-être un peu trop simple. Pour la sélection naturelle, une génération, ce n'est pas juste une affaire de temps qui passe, c'est bien plus complexe que ça. En gros, il y a deux manières de voir les choses. D'un côté, on a le modèle théorique, un peu comme dans les livres. Chaque nouvelle génération remplace complètement la précédente. Imaginez des plantes annuelles. Et de l'autre, il y a la réalité biologique, surtout pour des espèces comme les humains ou les éléphants. Les générations se chevauchent. Les anciens sont toujours là quand les nouveaux arrivent, ce qui change tout. Pour essayer de mesurer cet effet de freinage sur l'évolution, le document source introduit un concept vraiment central, le coefficient de renouvellement sélectif. On va l'appeler D pour faire simple. C'est une mesure de la part du patrimoine génétique qui est réellement remplacée à chaque génération. Et là, ce tableau est assez révélateur. Ce fameux coefficient D, ce n'est pas du tout une valeur abstraite. Il varie énormément d'une espèce à l'autre. Regardez, pour les humains du néolithique, on est à 0,45. Ça veut dire que moins de la moitié du patrimoine génétique était renouvelé à chaque génération. C'est un sacré frein pour la sélection naturelle. Et pour vérifier ça, les auteurs ont fait des simulations. Le résultat est sans appel, la relation est directe, presque mécanique. Plus ce coefficient D est bas, plus la sélection naturelle patine. Et ce ralentissement est parfaitement linéaire, donc prévisible. Alors, revenons à nos calculs. Si on applique ce coefficient de 0,45, qui est la valeur estimée pour nos ancêtres, à nos 325 000 générations de départ, le nombre de générations effectives pour la sélection s'effondre. On tombe à 146 250. On vient de perdre plus de la moitié du temps disponible. Ok, donc on a moins de générations utiles que prévu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre question tout aussi importante. C'est quoi la vitesse maximale de l'évolution ? Autrement dit, même dans le meilleur des mondes, combien de temps ça prend pour qu'un nouveau trait génétique se fixe, c'est-à-dire qu'il devienne la norme pour toute une population ? Pour avoir une idée de cette limite de vitesse, les auteurs se sont basés sur le record absolu jamais observé. Ça vient d'une expérience incroyable qui dure depuis des décennies sur des bactéries, des E. coli. Là, on a soumis ces bactéries à une pression de sélection énorme, constante, pour voir jusqu'où on pouvait pousser la machine évolutive. C'est vraiment le scénario le plus rapide possible. Voilà, on a nos deux chiffres clés en main. D'un côté, le nombre de générations réellement disponibles. De l'autre, la vitesse maximale à laquelle un changement peut se produire. Il ne reste plus qu'à faire le calcul final en appliquant le cadre d'analyse que les auteurs ont baptisé MITTEN. La méthode est très simple, en 3 temps. On part du nombre de générations effectives qu'on a calculé, on divise ce temps total par le temps minimum qu'il faut pour fixer un seul trait, et logiquement, le résultat nous donne le nombre maximum de traits qui auraient pu être fixés pendant toute cette période. Allez, on y va. On commence avec nos 146 250 générations effectives, qu'on divise par la limite de vitesse, c'est-à-dire 1600 générations par changement. Et le résultat est assez choc. Selon ces calculs, le nombre total de fixations génétiques qui auraient pu se produire dans la lignée humaine depuis la séparation avec les chimpanzés est de 91. Seulement 91. Et c'est là que le bât blesse. On met les deux chiffres côte à côte, d'un côté les 20 millions de changements génétiques nécessaires pour expliquer les différences observées, de l'autre, les 91 changements qui étaient mathématiquement réalisables dans le temps imparti. L'écart n'est pas juste grand, il est absolument abyssal. La question maintenant, c'est de savoir si ce problème est une exception, s'il ne concerne que la lignée humaine, ou si le souci est plus général.
C'est exactement la question que les auteurs se sont posée. Est-ce que ce décalage est une anomalie propre à l'humain et aux chimpanzés, ou est-ce qu'on retrouve ce même déficit un peu partout dans le règne animal? Et la réponse est assez claire. Quand ils appliquent leur cadre d'analyse à d'autres espèces, le même schéma se répète. Les drosophiles, les poissons cyclidés, toutes les espèces à reproduction sexuée qui ont été examinées échouent au test. Et pas qu'un peu. La seule lignée qui passe le test haut la main, ce sont les bactéries. Pourquoi? Parce qu'elles se reproduisent de manière asexuée, leur fameux coefficient D est proche de 1, elles n'ont quasiment aucun frein à la sélection. Au final, cet audit purement numérique nous laisse avec une conclusion assez déstabilisante, qui est bien résumée par cette citation. En substance, elle nous dit qu'une hypothèse de base en génétique des populations, une idée que l'on tenait pour acquise, serait en fait mathématiquement fausse quand on l'applique au monde réel. Alors si les calculs sont justes, ça ouvre une question immense. Quelle est la véritable horloge, le véritable moteur de l'évolution?